pays, il me semble qu'il est beaucoup plus important au moment où nous en parlons d'imaginer ce qu'on peut tirer en termes de profit, nonobstant les divergences de points de vue et les appréhensions que les uns et les autres ont sur ce projet de loi finalement adopté qui va devoir sans doute guider le fonctionnement de nos collectivités territoriales décentralisées. Alors, Émile Messi, hier, l'adoption, on va dire, est passée comme une lettre à la poste. C'était le RDPC qui a dicté sa voix aux élus du peuple. Non, nous n'avons pas l'impression que c'est le RDPC qui a dicté sa loi. Vous savez, les projets de loi ont une procédure. Tout le monde a suivi la procédure qui a été adoptée jusque-là, à partir même de la convocation de la session extraordinaire, dont l'objet, beaucoup même découvraient également l'objet du jour en séance plénière. Donc, on ne peut pas dire que le RDPC a adopté. Et quand bien même le RDPC avait eu une part active à l'adoption, disons-le pour l'instant, de ce projet de loi, il me semble que la nature même de ce projet de loi, de ce texte de loi qui a été présenté au Parlement, présentait des avantages incommensurables. Donc, le RDPC peut se glorifier jusque-là en attendant l'adoption définitive et la promulgation par le chef de l'État de cette loi futuriste qui viendra, comme l'a dit mon voisin, révolutionner la mise en œuvre de la décentralisation et booster de manière significative le développement local. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Bon, les positions partisanes, je veux bien savoir ce que le SDF reprochait à ce projet de loi. Bon, s'il est dans son rôle de nier, de contester, bon, on l'accepte également comme ça. Ça aussi, c'est la démocratie. Sam Séverin Ango, du côté du MRC, pour vous, vous persistez et vous signez que c'est un non-événement. On n'a pas besoin de ça pour amener la paix dans les régions du Nord-Ouest, par exemple, ce statut spécial. Je crois qu'on ne va pas se mentir éternellement. Aujourd'hui, nous traversons des moments particulièrement critiques de l'histoire du Cameroun et ce sera à chacun de choisir la manière avec laquelle il veut rentrer dans l'histoire. Ce à quoi on assiste nous conforte dans l'option que nous avons prise finalement de ne pas aller dans cette mascarade. Parce que quand vous posez la question au représentant du RDPC sur le plateau, il n'a pas le courage de reconnaître que nous n'avons pas eu droit à un parlement digne de ce nom depuis des très longues années au Cameroun. C'est-à-dire ça a toujours été effectivement le diktat d'une seule et même formation politique qui est obèse aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat aujourd'hui. Donc il ne fallait rien à en attendre. Alors si les représentants du SDF à l'Assemblée nationale ont donc choisi de boycotter l'adoption de ce que M. Messi appelle comme une révolution en mouvement, je pense bien qu'aujourd'hui il va falloir que le SDF aille jusqu'au bout de cette logique en choisissant de se retirer de ce processus finalement très alambiqué qui conduit tout droit le Cameroun vers l'abîme. Je pense que l'entêtement du régime en place aujourd'hui, et nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin, leur entêtement à nous conduire tout droit vers le mur sera de leur unique responsabilité aujourd'hui. Cette loi qui n'a rien de révolutionnaire, mais alors rien, ne pouvait pas être votée en l'état. Parce que nous, au MRC, qu'est-ce que nous disons? On a perdu un peu trop de temps. Parce que l'ordre du jour de cette session extraordinaire aurait dû être libellé tout à fait autrement. Mais nous avons été surpris de voir qu'ils ont choisi les 2 points, simplement, qui ne permettent pas d'amorcer une quelconque avancée du tout. Le statut spécial à définir pour les 2 régions en crise aurait dû être acté il y a 3 ans au bas mot, ou bien il y a 4 ans à minima, lorsque déjà le président national du MRC et bien d'autres observateurs avaient formulé ces préconisations-là, lorsque la crise n'était pas encore, j'allais dire, fondamentalement ancrée dans les esprits aujourd'hui. Donc on a attendu qu'il y ait des dizaines de morts, qu'il y ait des centaines de milliers de déplacés, qu'aujourd'hui le Cameroun soit pratiquement détaché de ces 2 régions pour qu'on vienne nous proposer quelque chose qui s'appelle statut spécial. Pour ces 2 régions, je dis, c'est une grosse mascarade. La position qui est la nôtre, j'aurai le temps de la dérouler tout au long de ce programme, mais je dis déjà, concernant le projet en étude sur
la fameuse décentralisation, il ne s'agit point d'aller vers un développement local plus accru. Je suis désolé. Ce sont des mesurettes qui ont été prises dans un document qui ressemble à une manière de faire toujours dans de la combine, de la comédie, de la roublardise. On ne peut pas bâtir le nouveau Cameroun avec de telles méthodes. Et nous ne sommes pas surpris parce que le régime en place s'est toujours comporté de la sorte. Aujourd'hui, ils sont dos au mur et nous conduisent tout droit vers le chaos. Et je le répète, ils seront seuls responsables de ce qu'il adviendra de ce Cameroun aujourd'hui parce que le RDPC majoritairement représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat ne peut pas venir nous dire que c'est une émanation de la volonté du peuple camerounais profond, ni même l'émanation de la volonté de ce qui tient lieu des partis politiques aujourd'hui en dehors du MRC. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, ils ont préparé leur affaire, comme d'habitude, pour tenter de faire de l'entourloupe vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Et aujourd'hui, on voit bien que le résultat des courses, comme lors du grand dialogue, qui s'est agi en réalité d'un grand théâtre, on verra bien que il n'y a pas moyen de penser que quelque chose de grand sortira de là. Alors, Christian, d'abord, venons-en au fait sur ce statut particulier ou spécial légué à ces deux régions. C'est quoi exactement il stipule quoi concrètement pour qu'on soit fixé exactement sur ce qu'on appelle, c'est quoi la spécificité de ce statut? Non, la vérité, il faut surtout dire que on est revenu dans ce qui était déjà pratiquement adopté en 2004, lorsqu'on parlait de l'orientation des collectivités territoriales décentralisées, globalement concernant les régions, où on veut implémenter l'effectivité, même si on s'est rendu compte que depuis 1996, le fonctionnement régional n'a pas été acté. Mais dans le cadre des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour faire un peu plus simple, elles reviennent dans une organisation typique qui semble être un peu celle qu'on avait vue pendant le fonctionnement fédéraliste, avec une organisation qui donne une assemblée générale comme organe délibérant, et puis un conseil exécutif régional comme organe exécutif. Et dans cet ensemble-là, on a aussi cette institution représentée par le Public Independent Conciliator, qui est comme un médiateur, en fait, une espèce de médiateur-là, qui pourra, lui, être le tampon sur lequel dans ces parties du pays, on va s'appuyer pour la résolution d'un certain nombre de problèmes spécifiques liés à la région. Mais le plus important, c'est de voir qu'on arrive à ce niveau-là à impliquer dans la volonté, tout au moins ce qui transparaît, à impliquer, redonner aux populations une certaine emprise sur le plan de la représentativité et de la participation quant à la construction des politiques publiques spécifiques à ces régions-là. Notamment, il y a aussi la question du common law, avec en toile de mire, bien évidemment, le système éducatif et le système judiciaire. Tout cela fait partie de ce que quelques-uns appellent, à tort ou à raison, les bonnes intentions. Voilà globalement comment est-ce qu'on peut définir, après avoir parcouru notamment les articles liés à la spécificité de ces régions-là. On peut avoir d'autres éléments qui vont se dégager, mais on reste sur la capacité d'implémenter, et surtout dans un délai court, tout cet ensemble de décisions, en attendant éventuellement que cela soit promulgué, et qu'on voie les délais qui vont être impartis à l'étape de l'implémentation. C'est peut-être ce qu'on peut retenir en parlant justement de ces orientations. Alors, Émile, ici, justement, les idées fusent de partout. On peut même prendre des bonnes décisions, mais si on ne peut pas les... Tout à l'heure, Christian Dobo parlait de l'implémentation. Si cela reste dans les textes ou dans la loi, tout simplement, il y aura du mal à voir les populations de ces régions vivre véritablement les réformes, on va dire, qui ont été entreprises. Non, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de doute à ce niveau. Le rythme que la décentralisation a pris, rien ne peut plus l'arrêter. Pour dire à mon frère Sam Severango que lui parle d'entourloupe et tout ce qu'il a dit là, vraiment, nous on a beaucoup de difficultés à saisir le MRC lorsque nous parlons vraiment de quelque chose de pratique. Moi j'étais heureux lorsqu'il a fait son entrée au MRC et il s'est présenté comme candidat à la députation dans l'Anvila, au même titre que les Ndjamen, les Ndoki et tout ce que nous savons, qui ont eu à présenter leur dossier, à faire leur dossier, à se mettre à l'épreuve pour participer, pour entrer au Parlement.
et que à la dernière minute, et contre toute attente, même dans le cas, que ce soit parti comme on connaît là, et qu'on revienne à dire aujourd'hui que c'est le RDPC qui a fait ceci, je dis que non, il faut être sérieux. Là, nous avançons. Vraiment, si votre gourou n'a pas permis que vous soyez à l'Assemblée nationale de façon démocratique, ce n'est pas la faute du RDPC. Mais nous avançons par rapport à votre question. Le président a pris un engagement. Le grand dialogue a eu lieu avec des résolutions. Il a dit, nous allons tout droit à la décentralisation. Parce que l'une des critiques, c'est que la décentralisation a un peu peiné. Aujourd'hui, nous pouvons lire avec aisance le calendrier électoral avec cette loi notamment qui sera certainement adoptée et promulguée, qu'après les élections du 9 février 2020, avec la mise en place des nouveaux exécutifs municipaux, avec la mise en place d'une assemblée nationale renouvelée, il va sans dire que nous irons immédiatement à la mise en place des conseils régionaux qui viendront naturellement parachever cette œuvre de décentralisation dont on parle. Donc on ne peut plus soupçonner que les délais vont donner. Là où nous allons tout droit à la mise en œuvre avec la disparition des délégués de gouvernement, comme vous savez, et les maires de ville qui vont suivre. Donc, il n'y a plus une seule journée à perdre pour cette histoire-là. Donc, pour des hommes politiques sérieux, et je suis sûr que M. Ango le fait, malgré l'embrigadement dans les partis politiques, franchement, sortons de là et essayons de voir de façon honnête la vision du Cameroun. Donc, nous allons là tout droit à la décentralisation. Il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, Sam Séverin entend parler le représentant du RDPC devant un tiré. Il faut le boire. Monsieur Émile Messi gagnerait d'abord à être poli, parce que vous auriez dû le rattraper lorsqu'il a traité le président Maurice Kamto de gourou. C'est pas sérieux, parce que lui qui prône le très grand sérieux devrait savoir comment on se tient lorsqu'on vient à la télévision s'adresser à des millions de gens. Dans le monde que le jour de la alors, moi j'ai la parole. Les présidents de trucs vous disent qu'on ne peut plus aller aux élections, c'est nulle part dans le monde. Ça c'est juste une précision, mais c'est lui qui avait la parole. Tout à fait. C'est voilà, okay. Encore que ce n'est pas le sujet, vous voyez qu'il s'en mêle les pédales. S'il est un peu plus tranquille, je pense que je parle de façon tout à fait intelligible, en français facile. La décision du MRC de se retirer du processus relevait de notre stratégie en interne, peu importe ce qui a pu être fait avant. Nous disons donc ceci que nous n'avons rien particulièrement, mais alors rien à rougir de cela jusqu'à ce jour, parce que l'histoire, la suite des événements nous donne raison. Ce n'est pas ce qui va nous empêcher de reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes en face d'un processus qui est vicié depuis des années et dont nous avons eu besoin qu'il soit un tout petit peu dépoussiéré avant d'y aller. Donc, pour l'instant, monsieur parle donc d'un train qui ne peut plus être arrêté. On verra bien la suite des événements, la suite des choses. Parce que vous voyez, prenez l'histoire des peuples africains ou alors des peuples du monde qui ont eu affaire à des dirigeants véreux qui sont restés longuement sans se soucier de ce qui devrait arriver après eux. Regardez bien l'histoire du Zaïre, l'ex-Zaïre, la RDC du temps de Mobutu. Comment est-ce que les choses se sont terminées? Je crois que nous n'en sommes plus trop éloignés, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, vous venez à la télévision, dans les médias, continuez de faire de la petite politique en vous arc-boutant vraiment de façon aveugle sur des principes qui n'ont pas produit des effets. Nous parlons donc de quoi aujourd'hui? Parce que la titraille sur le premier volet de notre discussion aujourd'hui parle d'un statut spécial qui pourrait amener à ce qu'on puisse retrouver la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que nous avons l'assurance donc lorsque cette affaire sera votée, comme d'habitude, comme une lettre à la poste, les armes vont cesser de crépiter de ce côté? Est-ce que les sécessionnistes qui n'ont pas été mis sur la table comme on le leur a demandé vont donc comprendre cela? J'ai vu des gens se gargariser, sûrement que vous en étiez de cela, cher monsieur, lorsque on est sorti du grand dialogue, tel que vous l'avez appelé, avec beaucoup de folklore et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'angélisme. Où en est-on aujourd'hui? Lorsque vous avez choisi de mettre la Commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme, vous étiez nombreux à applaudir que c'était la solution. On vous a dit que c'est une mesure cosmétique. Lorsque vous êtes allé dire Commission nationale de désarmement et de réinsertion, on vous a dit qu'on ne réinsère pas les gens lorsque la guerre n'est pas terminée. Vous avez dit que c'est une bonne mesure. Vous avez continué dans la bêtise, pardonnez-moi,
mettant sur pied quelque chose qui devait venir comme dédommager les victimes de cette affaire. Est-ce qu'on a eu le résultat? Toutes les préconisations que vous avez mises sur la table se sont avérées être fausses, complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, on vous dit il faut faire asseoir les gens. Les belligérants en temps de guerre dans tout le monde entier, c'est comme ça que ça se fait. Vous aurez donc intérêt à faire asseoir M. Ayoub Tabé d'un côté, M. Maurice Kamto de l'autre, par exemple, et M. Paul Biya d'un autre côté. Si vous ne faites pas ça sous le contrôle de la communauté internationale, on n'en sortira pas. Parce qu'aujourd'hui, le MRC... Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais vous relancer parce que vous avez cité 3 personnalités. Oui, Paul Biya, par exemple. Ayouk, vous avez cité également le professeur Maurice Kamto. Pour vous, c'est la condition sine qua non pour sortir de cette crise dans le NOZO? Peut-être pas condition sine qua non, mais l'une des conditions, c'est-à-dire dialogue inclusif. Ça a été préconisé par tous les esprits bien éclairés. C'est-à-dire que vous ne sortez pas d'une guerre sans mettre sur la table les principaux protagonistes de la guerre. Et aujourd'hui, si on parle de guerre dans le NOZO, je suis désolé, les séparatistes, appelez-les comme vous voulez, ils doivent être sur la table de discussion. C'est ce que l'ONU recommande. C'est ce que l'Union africaine, le Commonwealth, la francophonie recommande. C'est ce que les Américains, le Congrès américain recommande. Et même ici en interne, c'est ce que nous, au MRC, nous recommandons. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de parler d'un statut spécial qui ne voudra rien dire du tout pour qu'on en sorte. Nous disons, on ne peut pas tenir des élections au Cameroun parce qu'on va consacrer une sécession de fait. Il va d'abord falloir aller vers un nouveau régime politique. Et le régime politique que nous, au MRC, finalement, nous pensons qu'il doit être acté, c'est le fédéralisme. La forme fédérale de l'État aujourd'hui est la meilleure implémentée dans le monde. Prenez le cas des États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la première puissance européenne. Ce sont des États fédéraux, ça n'enlève rien. Tout le bricolage auquel on est en train d'assister ne peut aboutir qu'à, on va dire, un enracinement des irrédentismes et des colères. Les raisins de la colère, c'est lorsque vous avez un petit groupe de personnes qui s'entêtent à se maintenir au pouvoir sans écouter la volonté qui vient du peuple profond. Et le peuple profond aujourd'hui, je suis désolé de le dire, c'est majoritairement les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si vous n'écoutez pas la voix du peuple, on va tout droit vers le mur. Alors, Émile Messi, les mesures prises par le Parlement sont des mesurettes susceptibles de ne rien apporter. Entendons parler Sam Severin. Non, Sam Severin, je vous l'ai dit, il est dans son élément. Lorsque vous refusez d'aller à une élection et que vous venez commenter des décisions d'un Parlement que vous avez boycotté, cela va de soi, c'est de la diversion. Nous avançons. Les informations que nous avons sur le terrain, depuis le dialogue et bien avant, il y a eu des mesures. Rappelez-vous de toutes ces commissions qui ont été créées, notamment la commission Fayengo français, c'est-à-dire sur le désarmement, démobilisation et réinsertion. Il dit que c'est une commission pour rien, elle ne sert à rien. Non, c'est juste pour divertir. C'est pour divertir. Elle a servi à quoi alors? Sont là chaque jour. Les séparatistes viennent déposer des armes et réintègrent des camps. La situation va de mieux en mieux. Le rapport du cardinal Christian Toumi l'autre jour au Premier ministre, il est édifiant. Les choses se normalisent. Il y a l'apaisement. Mais quand on sait qu'il est facile de décréter une guerre, mais on ne décrète pas la fin d'une guerre. Aujourd'hui, nous n'avons qu'affaire à des bandes de bandits, de malfrats qui pillent par-ci et là. Et bientôt, ils seront neutralisés. La preuve, l'élection aura bel et bien lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Et comment les gens de ce côté-là accueillent le projet de loi en question? C'est là peut-être la bonne question. Ils sont totalement satisfaits. Et beaucoup disent qu'enfin, ils peuvent s'autogérer. Parce que lorsqu'on examine les avantages de ce qu'on appelle statut spécial à ces deux régions-là, mais je dis, ceux qui continuent à parler du fédéralisme sont totalement hors sujet. Donc je crois que l'occasion est donnée pour que ces peuples, pour que ces Camerounais, pour que ces frères et sœurs se prennent totalement en charge. Quand on voit seulement dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine des dotations spéciales du budget, je crois que cette partie du pays sera bien gérée. Et s'il y a encore quelques bandes qui pillent et tout, on sait qu'avec le temps, ils seront définitivement neutralisés. Et la communauté internationale salue les efforts du gouvernement camerounais pour ramener la paix de ce côté-là. Donc, avec dans les élections de février 2020, là, je crois qu'avec des nouvelles élites politiques,
nous irons définitivement vers la paix. Donc c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les sirènes de mauvais augure, de tout cela, vraiment, nous on n'a plus le temps de ça. Alors, Christian Ndongo, vous en tant qu'analyste, un arsenal de textes, dispositions adoptées par les législateurs, est-ce que vous avez le sentiment que cela aura un impact direct sur ces populations pour amener la paix? Écoutez, en tant que Camerounais, le mal qu'on souhaiterait à cet arsenal, comme vous l'appelez, c'est qu'il apporte effectivement une accalmie dans la situation. Il faut surtout dire, et ça c'est sur un plan personnel, qu'on avait bien espéré avoir cette joute électorale-là, si on avait toutes les composantes, tout au moins les grands acteurs qui se sont fait ressentir au lendemain de l'élection présidentielle, si on les avait dans ce double scrutin annoncé, sans doute que cela aurait produit quelque chose de nouveau. Bon, après malheureusement on n'aura pas la chance d'avoir cela, c'est une décision, une stratégie d'un parti que nous devons respecter, mais on doit surtout comprendre que la difficulté lorsque nous sommes déjà dans un conflit, c'est d'arriver à mettre un terme et de façon radicale à ce conflit. Et nous sommes dans une posture aujourd'hui où on ne peut pas imaginer que quelle que soit la profondeur des 501 articles, n'est-ce pas, de cet ensemble proposé pour aller vers la décentralisation effective, qu'on aura du jour au lendemain une accalmie totale. C'est clair, il faut être sérieux pour reconnaître quand même qu'il y a une baisse de tension sur certains aspects. Il est bien difficile de s'imaginer, il y a quelques mois, se rendre du côté de Bamenda ou un peu plus loin, après Boya, sans être sérieusement inquiété. La sécurité n'est peut-être pas totale, il faut le reconnaître. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans cette partie du pays 3 ou 4 fois. C'est pas toujours évident. Mais comparé à ce qui se faisait il y a 2 ou 3 ans, on a déjà quand même des amorces de pacification. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des populations qui sont quand même, et dans certaines contrées, entre le marteau et l'enclume. Est-ce que le fait d'avoir un projet comme celui-là, un statut spécial défini aujourd'hui, va du jour au lendemain ramener ceux qui se revendiquent des actions sécessionnistes, qui ont un lobby important, il faut le dire, à l'échelle internationale, et qui arrivent quand même à faire en sorte que l'image du Cameroun soit écorchée dans bien d'institutions internationales? Est-ce que cela va permettre d'apporter aujourd'hui la quiétude nécessaire, psychologique même, à ces populations? Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui la configuration du jeu et des interventions qui peuvent venir même de l'extérieur concernant justement cette situation, il va de soi que le travail ne se limite plus aux décisions que nous prenons actuellement. C'est déjà bien de le faire, mais il va falloir toiletter l'image non seulement de notre pays et rassurer fondamentalement ces populations. Alors, on peut voir aujourd'hui un aspect positif dans ce qui est fait, en se disant que, bon, on va vers une participation un peu plus grande des populations dans des décisions ou alors la structuration des politiques publiques qui concernent leur quotidien. C'est bien, on a un certain nombre d'éléments qu'il faut quand même apprécier, notamment pour nous qui avons tenté de lire un peu ce qui se faisait dans les articles qui régissaient le cadre légal en 61, dans les époques de fédéralisme. On voit très bien que cette institution autour d'un médiateur rejoint un peu les spécificités qu'on avait de l'autre côté là-bas. Il va de cette décision comme d'autres décisions qui permettent aujourd'hui de croire qu'on va retrouver la spécificité, en tout cas sur bien d'aspects de ce qui était fait là-bas. Mais lorsqu'on a fini de le dire, il faut se regarder en face et se demander si on n'a pas beaucoup de séquelles issues de ces 3 années de conflit. Parce que ces décisions aujourd'hui sont-elles facilement applicables après avoir hérité des séquelles de ce conflit pendant 3 ans? C'est vrai que nous avons un certain nombre d'institutions pour le désarmement, pour la remobilisation et autres qui ont été mises en place, mais le problème aujourd'hui, c'est de savoir si les populations, malgré leur volonté, peuvent aller se coucher le soir sans risque de se faire violenter parce qu'elles ont adhéré aux projets qui sont proposés. Et c'est en cela qu'il faut avoir une vision un peu plus globale au moment d'aller implémenter. Et dans cette dynamique-là, il est important de dire aux uns aux autres, surtout dans l'approche du discours, d'avoir un ton conciliant, d'avoir une attitude qui puisse permettre aux uns et aux autres de ne pas voir de la hauteur ou du mépris dans le langage qui est adressé. Moi, j'ai particulièrement apprécié les descentes du cardinal Christian Toumi
et des autres hommes religieux dans ces parties du pays. Ça n'était pas facile. Figurez-vous que le discours était parfois violent vis-à-vis de ces hommes d'église. Mais je pense que la posture que ces hommes d'église ont eue, comparée à celle de certains membres du gouvernement, était une posture de missionnaire. Et je pense que ça leur a servi d'avoir au moins le temps de se faire écouter. Alors, entre les rapports qui sont produits aujourd'hui à l'issue de ces missions et la capacité qu'on a à implémenter un certain nombre de desiderata, je pense que c'est ça l'enjeu. Parce que, comme on dit, les dés sont jetés aujourd'hui. On attend éventuellement qu'on adopte finalement et qu'il y ait une promulgation. Mais l'enjeu véritable aujourd'hui, c'est de savoir comment tirer de la petite étincelle qui peut jaillir de ces textes quelque chose qui puisse apporter de manière définitive la paix. Alors, Sam Séverin Ango, vous dites du côté du MRC que c'est une stratégie de ne pas aller aux élections. En même temps, vous évoquez la situation dans ces régions du Mozo, situation de crise, d'insécurité et autres. Mais quand on se rend compte qu'il y a quelques jours, des évêques, notamment celui de Manfé, qui, dans l'épicentre même de cette crise, a déclaré qu'il y a plus ou moins accalmie et que les élections pourront avoir lieu. Au MRC, est-ce que vous ne restez pas du haut sans toutefois vous rendre compte même des réalités du terrain et faire des déclarations? Écoutez, Bouba Ngoma, je voudrais bien qu'on me comprenne aujourd'hui. Et je peux vous comprendre, vous et Christian Dobo, parce que dans votre posture, vous avez une nécessaire obligation de neutralité. Donc, quand vous reformulez vos analyses pour le cas du consultant, mais je pense qu'on traverse vraiment des moments critiques. Je n'ai pas envie de me répéter là-dessus. Et on ne demande pas à ceux qui sont aux commandes de l'appareil dirigeant du pays et qui ont échoué au niveau de l'ensemble des politiques publiques et à nous sortir du gouffre dans lequel on se retrouve aujourd'hui, le Cameroun, un vrai désastre, situation catastrophique, mais on ne revient pas dessus. On ne leur demande pas, disais-je, vraiment des concessions. On leur demande de régler le problème avec un ensemble de solutions. J'allais dire, en mettant en place une thérapie qui peut permettre de guérir la plaie. Parce que si on y va avec beaucoup d'amusement, on en est là et ça fait 3 ans finalement, monsieur Ndobo. Ça fait combien de mois que vous êtes là à parler d'une même affaire et vous avez en face quand même des dirigeants qui ne sont pas en capacité de faire ce qu'il y a à faire, parce que vous savez bien que en matière de règlement, de résolution des conflits, il existe bien des formules qui ont marché ailleurs. On n'est donc pas, pour l'instant, on n'est plus du tout là en train de supplier ces gens-là. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement de Paul Biya, qui s'entête, sera dos au mur et désormais on va leur dicter ce qu'il y a à faire. On ne leur demande plus en termes de génuflexion et de supplication. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est qu'ils sont aux abois et ils veulent entraîner tout le monde. Mais il n'y aura pas de guerre au Cameroun, il n'y aura pas de guerre civile. Ce que je voudrais dire ici, c'est que vous faites référence à quelques propos qui ont pu être tenus par quelques ecclésiastiques, très bien, qui sont peut-être dans leur rôle, mais la réalité sur le terrain, c'est laquelle, mon cher Bouba Ngoma? Les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas fréquentables aujourd'hui. Et nous avons des débuts de solutions depuis au bas mot 3 ans qui ont pas été implémentés. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'entendre des parlementaires occidentaux dans leur parlement, et Dieu sait qu'ils ont mieux à faire dans leurs discussions là-bas, dans leurs assemblées générales, assemblée nationale, mais ils sont obligés finalement de mettre la question du Cameroun sur la table, parce qu'il s'agit bien d'un génocide. Le mot génocide a été prononcé, et ce n'est pas peu de le dire, parce que moi, en tant que Camerounais aujourd'hui, peut-être avec la plupart de mes amis politiques, nous on est peut-être un peu plus conscients, on ne parle pas avec désinvolture de ces choses-là, parce qu'on a fini par banaliser la mort. Quand 1 ou 2 personnes meurent au Cameroun, ça ne dit rien à personne. Donc des milliers de morts sur le carreau, ça ne leur dit rien. Ils veulent continuer à faire... Bon, alors, le Parlement camerounais, les parlementaires là, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui viennent se cacher dans les rangs du RDPC pour aller à l'Assemblée nationale, ils auraient mieux fait, finalement, au cours de cette session extraordinaire, de sortir par la grande porte. Mais ils n'ont pas été en mesure, et ils ont applaudi, comme d'habitude, pour laisser passer des choses qui ne peuvent pas nous sortir de là. La situation sur le terrain à Boya, Manfé, Kumba, Moutengene, Limbe est difficile aujourd'hui. Il n'y a pas d'école là-bas. Il n'y a pas d'école, et si ça dure depuis Obama 3 ans, ça veut dire qu'on a compromis
fondamentalement et radicalement l'éducation d'une bonne partie des Camerounais. Et nous sommes véritablement tous Camerounais et nous disons que les raisons qui nous ont amenés à ne pas aller à cette comédie du 9 février prochain sont bien connues. Au-delà de cette situation, il y a, bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, le code électoral, parce qu'il va bien falloir, parce que je suis amusé quand on me dit que désormais, on va avoir affaire à de nouveaux dirigeants dans les collectivités locales décentralisées. Mais ces gens-là seront élus comment? Dans quelles conditions? Lorsque vous-même, dans les rangs du RDPC, vous ne respectez rien de ce qui est dit par votre président national dans sa circulaire, des investitures vraiment alambiqué qui ne respecte pas la volonté de la base. Monsieur, regardez-moi dans les yeux. Vous savez que ça n'a pas été respecté même dans vos rangs. Vous préconisez d'aller dans des élections de quelle qualité? On va sortir du 9 février dans une grosse mascarade avec des profils de dirigeants qui ressemblent à quoi? Qui ne sont pas l'expression de la volonté des états-majors des partis, encore moins de la volonté du vrai peuple camerounais. Aller à des élections aujourd'hui sans le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est suicidaire pour l'avenir de ce pays. Et je voudrais espérer qu'il leur reste une once de bon sens pour ne pas avoir à faire un bras de fer avec le peuple camerounais. Ils peuvent avoir l'humilité de reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'il faut bâtir l'avenir du Cameroun avec l'ensemble des dignes fils du Cameroun. Une précision de Christian d'abord. Oui, effectivement, pour dire à Sam Séverin que c'est vrai de dire que la situation n'est pas acceptable. Parce que lorsqu'on connaît la calmie que ce pays a connue, vous permettez la répétition, lorsqu'on connaît la qualité pacifique de la vie qu'on avait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, lorsqu'on connaît combien cette destination était prisée en termes de destination touristique, non seulement pour les nationaux, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, une seule localité en proie à des difficultés sécuritaires doivent nous permettre de dire effectivement que ça ne va pas. Mais à la vérité, comparé au point où nous étions en 2017 par exemple, j'ai eu personnellement l'occasion de me rendre dans certaines localités. J'ai fait le trajet entre Douala et Kumba. Je peux vous assurer que ce n'est pas gai de voir des petites localités abandonnées, totalement abandonnées. Mais entre 2017 et au jour où nous sommes aujourd'hui, il est possible, dans certains endroits qui étaient totalement abandonnés, de revoir que la vie reprend quand même un peu corps. Ça n'est pas le dire, ça n'est pas justement donner un chèque en blanc à ceux qui pensent que la situation globalement est rétablie en matière de sécurité. Mais je voudrais dire, parlant notamment des interventions qui viennent de l'extérieur, vous vous rendez compte que les parlementaires occidentaux, futurs congressistes américains, ne viennent pas s'intéresser aux questions qui se passent chez vous. Si on ne leur a pas porté ces questions là-bas, c'est vrai qu'il y a le regard, ou alors la communauté voulue internationale aujourd'hui, qui peut faire du monde une espèce d'agglomération où tout le monde peut aller et s'intéresser à tout. Mais je le disais tantôt, il y a un lobby, je ne sais pas s'il faut dire excellent, mais remarquable, de ceux qui défendent la cause séparatiste au-delà de nos frontières. Et à un moment donné, il faut reconnaître quand même que notre diplomatie n'a pas pris la mesure de ce que ce lobbying pouvait apporter comme effet nocif par rapport à justement au développement de cette crise. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des centres qui accueillent des déplacés internes, de voir comment on distribue à des mamans qui avaient une certaine autonomie alimentaire, des rations sous forme, j'allais dire, l'expression ne me vient pas, mais c'était douloureux de voir ça. Des déplacés internes qui avaient la faculté de se prendre en charge, qui sont aujourd'hui, du fait de cette crise, réduites à commander presque ce qui va leur permettre de survivre à la journée. Qui sont dépendants. Ce type de clichés ne sont pas... Une dépendance. Ce n'est pas des types de clichés qui peuvent nous rendre heureux ou nous donner honneur par rapport à notre pays. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est, et peut-être la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a lieu de donner une chance, même infime, à la paix? Est-ce qu'il y a une possibilité d'y aller, peut-être avec des réserves, ce qui est légitime, mais en se disant qu'on peut construire, même là où certains ne croient pas être convaincus par les actions qu'ils posent eux-mêmes. Est-ce qu'on peut y aller en se disant que la force collective, communautaire et la volonté du peuple peut permettre de changer les choses? C'est peut-être la question qu'on doit se poser aujourd'hui, parce que regardez, aucune des régions de notre pays n'est à l'abri des extensions de ce qui pourrait se passer
et qui se passe dans ces régions. Petite précision juste avant, je vais donner quelques minutes à M. Emile, mais sinon je voudrais quand même rebondir assez rapidement. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que la situation du Cameroun, je veux dire, telle qu'elle est relatée, et décrite et comprise par les Occidentaux dans différents parlements et autres organisations internationales, est le reflet des rapports qui seraient concoctés par des lobbies séparatistes. Pas uniquement. Oui. Pas uniquement. La nuance, pas Oui, très bien, je comprends. Oui. Il y a une influence certaine. Vous savez, M. Ndabo a une manière veloutée de dire les choses. Moi, je vais un peu plus directement. Non, je pense qu'on peut être au Parlement américain et avoir la photographie exacte de ce qui se fait au Cameroun aujourd'hui. Le monde a évolué et je ne pense pas que... moi, je pense que ces gens nous aident, mon cher ami. Parce que ce qui est constaté par nous, regardez même dans le domaine des médias, quand c'est dit par, je ne sais pas trop, France 24, BBC et autres, c'est là où c'est pris en compte. Quand c'est dit par nous, journalistes camerounais, ce n'est pas pris en compte. Donc, fatalement, ces gens nous aident à constater vous parlez de ce ces qui... gens qui nous aident. Moi, je veux prendre entre guillemets aider. Vous savez que ces gens, que vous appelez des gens, ils ne font jamais rien pour rien aussi. Oui, ça c'est une façon de voir, mais je suis désolé quand vous atterrissez, même dans les aéroports de ces pays-là, que ce soit à Roissy, Charles de Gaulle ou à Schiphol à Amsterdam, ou bien à New York, Washington, la différence elle est là, c'est que vous comprenez tout de suite à la minute où vous sortez de l'avion que ces gens, ils ont réfléchi pour l'intérêt général de leur nation. Véritablement, et s'ils sont à haut niveau où ils sont, ce n'est pas parce qu'ils viennent piller les continents africains. Non, je pense qu'ils sont un peu plus élevés là-bas. Je veux parler des dirigeants et je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait. La situation des Africains est d'abord le reflet de la mauvaise foi et du manque de volonté politique des dirigeants africains. Nous avons hérité de mauvais dirigeants qui pensent d'abord à eux avant de penser collectivement. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc, le fameux débat autour des complots qui peuvent être menés contre les nations africaines sous de fallacieux prétextes. Moi je ne veux pas adhérer à ces thèses complotistes, finalement. Je pense que le problème africain, camerounais, est d'abord l'affaire de nous-mêmes. Et nous avons échoué à régler le problème sur le plan endogène. Et aujourd'hui, on est bien obligé de voir que les étrangers, comme on les appelle étrangers lorsqu'ils sont obligés de nous donner des avertissements. Mais lorsque nous allons leur tendre la main, ils ne sont plus considérés comme des étrangers. Nous appartenons à la communauté mondiale aujourd'hui. Nous sommes de la même humanité. Donc, il est bon que ceux qui sont dans ces pays-là avec le regard un peu plus avisé, qui sont un peu peut-être plus soucieux, j'allais dire des vies qui tombent, puissent nous rappeler à l'ordre. Et je crois que si on a adhéré à ces organisations internationales, c'est bien parce que nous sommes obligés de reconnaître que tout ce qui émane de ces associations nous est fondamentalement opposable aujourd'hui, finalement. Alors, Émile Messi, sur le statut spécial encore, au-delà d'un médiateur qui pourrait être un tampon entre le gouvernement, les populations, il y a également ce statut, ce projet de loi tient compte de l'héritage linguistique et même culturel, notamment le common law. Qu'est-ce que cela peut apporter comme plus-value dans cette crise qui a cours? Bon, il me semble que c'est ça le débat du fond, mais permettez-moi quand même d'élaguer très rapidement certaines incohérences qui ont été avancées là tout à l'heure, parce que lorsque un parti politique qui est appelé à conquérir le pouvoir par des viols, tout d'un coup laisse ce projet et pense que les puissances étrangères vont intervenir au Cameroun et dans des conditions ils pourront avoir le pouvoir. Je me pose la question, à qui profite le sang qui coule au nord-ouest, au sud-ouest? C'est la question qui devrait nous intéresser aujourd'hui au regard des comportements des uns et des autres. On voulait dire que à qui profite partis politiques se nourrissent du sang de nos frères? Actuellement, c'est très grave ça, vraiment, c'est facile. Lorsqu'on dit que, voilà, nous sommes d'accord que la souveraineté du Cameroun appartient au peuple camerounais et que les gens pensent que les puissances étrangères doivent intervenir. C'est de ça qu'il s'agit. Ils doivent intervenir pourquoi? Parce qu'il y a crise au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est ce qu'ils disent. Quand ils vous évoquent des puissances, notamment le Congrès américain, puisqu'il faut qu'on en revienne d'un temps soit peu. Attendez, qu'est-ce que le Congrès américain a foutu dans nos affaires? Le Congrès américain est constitué de plus de 535 membres. Et il se trouve que 9 seulement ont signé cette pétition-là, dans des conditions que nous savons. Ça, c'est des histoires, et qu'on s'y accroche, ça ne vaut pas la peine. Les Camerounais doivent, et M. Ndabo a dit quelque chose de pertinent,
Il nous appartient, nous Camerounais. Souhaitons-nous la paix dans ce pays, oui ou non? Mais qu'avons-nous fait pour cette paix-là? Le président de la République a convoqué le grand dialogue national, où il a circonscrit le débat qui était de tout faire pour ramener la paix de ce côté-là. Et les résolutions aujourd'hui nous amènent à ce projet de loi qui bientôt, nous l'espérons, sera promulgué. Ou, par rapport à votre question, il est donc question maintenant de voir si les mesures ou alors le contenu du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest permettra enfin que ces peuples-là se reconnaissent. Vous avez évoqué l'héritage linguistique. C'est un fait inaliénable. Et même l'ont dit. Et le président l'a reconnu à cause de la conjoncture historique liée notamment à la colonisation anglaise, où le système de l'indirect était imposé de ce côté-là. Ils ont donc envie de retourner à ça, en mettant donc en place des assemblées traditionnelles, des assemblées au niveau régional, là, ça permettra aux populations, effectivement, de prendre en compte leurs problèmes ou alors de s'impliquer directement dans des problèmes de développement. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce que cela est une mauvaise chose? Ceux qui viennent de là nous disent que ce n'est que ce que nous attendions depuis, alors que d'autres partis politiques pensent que ça ne suffit pas. Il faut que les puissances étrangères viennent intervenir. Non, je crois que si nous aimons notre pays, il faut arrêter cela. Il faut arrêter ces complots-là. Lorsqu'un parti politique se condamne à ne pas aller à l'élection jusqu'en 2025, parce qu'on lui aurait dit que les puissances étrangères vont intervenir aujourd'hui, ils doivent rectifier leur tir, ils doivent rectifier leur position, et ils doivent demander pardon au peuple camerounais que nous nous sommes trompés, on nous a trompés, et nous reconnaissons que le gouvernement camerounais est sur le droit chemin. Même si nous ne serons pas au Parlement, même si nous ne serons pas dans les exécutifs municipaux, nous allons accompagner les pouvoirs publics dans la résolution de ces problèmes-là. Encore que le grand dialogue national qui avait été convoqué, on a invité tout le monde, y compris le MRC, qui, je pense, a déposé un mémorandum lors des consultations à la primature. Et qui était le premier bénéficiaire de cette histoire-là? C'est bien évidemment le leader du MRC. Parce qu'au lendemain de ce grand dialogue, on les a tous libérés. Parce qu'on pensait qu'on pouvait aller de façon apaisée à l'élection du double scrutin qui était prévenu. Parce qu'on pensait aussi que c'était l'une des mesures d'apaisement. Le président l'a fait. Imaginez donc que ce double scrutin était convoqué alors que le leader du MRC était incassé. Qu'est-ce qu'on aurait dit lorsqu'il vient nous dire tout ce qu'ils disent là aujourd'hui? Il nous dit vraiment c'est de la diversion. Les Camerounais dans leur majorité et dans leur responsabilité savent aujourd'hui que la paix dans le nord-ouest ou sud-ouest ainsi que dans l'ensemble du territoire camerounais passe par les Camerounais. Et les Camerounais ne sont pas aussi mal à l'aise que lorsqu'ils apprennent qu'il y a des puissances tapis dans l'ombre là qui voudraient s'ingérer dans leurs problèmes. Alors là, ça ne passera pas. Alors, Christian, d'abord, sur l'héritage culturel, sur le common law, notamment le common law principalement, on se rend compte que cela est matérialisé à travers les faits, notamment à l'ENAM, avec une section qui est, je crois, qui doit être déjà à sa deuxième année de ce côté-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures prises par le gouvernement sont susceptibles d'apporter non seulement une accalmie sur le terrain et à rassurer nos frères de l'autre côté et que nous sommes un individu local? Écoutez, on veut le croire. C'est vrai qu'il y a déjà une réponse, tout au moins sur des problèmes ponctuels. Mais nous convenons aussi que ces problèmes ont largement dépassé le cadre qui était le leur il y a 3 ans. Et que ces problèmes ont impliqué d'autres problèmes qui demandent d'avoir un regard un peu plus profond sur la durée. C'est bien d'avoir aujourd'hui peut-être toutes ces spécificités reconnues avec l'espoir que cela sera véritablement implémenté dans les mois à venir sur le plan du système éducatif, sur le plan du système judiciaire. Mais rendez-vous compte que dans 10-15 ans, on risque d'avoir d'autres problèmes. Et en cela, ça va peut-être appeler à construire un système typique au Cameroun et à ses réalités, en tenant compte de ces héritages, à la fois issus de la période francophone, française et de la période anglaise. Donc, c'est, de mon sens, de mon point de vue, nous sommes là en train d'offrir des solutions ponctuelles qui ne vont peut-être pas aller au-delà de 2-3 décennies. Il faudra encore, dans la dynamique de l'évolution de notre nation, penser à quelque chose qui intègre les différentes mutations, les brassages, qui vont forcément s'imposer plus que cet héritage-là dans quelques années. Donc, sur le premier plan. Et puis, deuxièmement, je voudrais simplement, si ça me le permet, rappeler aux soins de nos téléspectateurs que quand on parle
du lobby de ceux qui défendent la cause séparatiste, il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur ce lobby. Il s'agit de dire que les relations entre États se font souvent soit par les représentations diplomatiques, soit par des rapports, soit par l'implication d'institutions internationales, mais que vous ne pouvez pas avoir dans un pays des enfants qui crient, qui martèlent et qui commencent à faire du bruit sans que ça n'intéresse davantage vos amis et vos partenaires à l'extérieur. Et donc, nous qui considérons encore que tous ceux-là qui plaident la cause séparatiste ont des entrailles dans notre pays, nous avons l'obligation de constater que, à force de crier, de tonner et de faire de multiples rapports, cela a peut-être braqué davantage le regard sur la situation au Cameroun. Et c'est important de le dire parce que les réponses que nous apportons en termes de communication, en termes d'édification sur un certain nombre de réalités, peuvent faire pencher la balance par rapport au regard qu'on a sur le Cameroun. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut, pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut dire que ces spécificités voulues en termes de respect de l'héritage vont apporter une solution globale? Je l'ai dit, d'une part, parce que, effectivement, si on s'en tient, si on veut continuer de penser que c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment d'enseignants d'expression anglaise dans les établissements qu'on en est définitivement à ce problème, peut-être, même si ce n'est pas encore suffisant le nombre d'enseignants, si le fait d'avoir des sections à l'ENAM concernant la common law, si c'est ça le problème, on va se dire peut-être, c'est un pan de la solution, mais à la vérité, cette question date depuis la réunification de nos deux pays. Et je pense que quelques-uns l'ont évoqué, même s'il y a eu beaucoup de passion dans les débats, même s'il y a eu beaucoup de manipulation dans les échanges, il faut qu'on se dise qu'à partir de ce moment, il y a sans doute quelque chose qui n'avait pas été suffisamment vissé ou qui n'a pas suffisamment fait de consensus. Bon, aujourd'hui, on a le temps, avec le recul, avec les années, de voir le chemin qui est parcouru. Et je peux vous dire, Bouba, que lorsqu'on lit tous ces articles, je pense que c'est aussi un point sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. Il y a certes le statut spécial, mais regardez l'évolution qui est presque voulue pour les régions, les collectivités territoriales décentralisées, les autres 8 régions qui n'ont pas forcément le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On se rend bien compte que, au fond, il faut répondre à une aspiration globale des Camerounais, celle de participer à leur destin. Il ne s'agit plus simplement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est peut-être le mal qui permet aujourd'hui aux Camerounais de se dire qu'on doit changer de cap dans la manière de faire les choses. Est-ce que cela va apporter une solution? On le souhaite tout au moins pour qu'on arrive à la calmie. Il y a des points intéressants. Mais je me refuse d'être d'accord avec ceux qui, en parlant de cette question et de cette disposition nouvelle, présentent la solution comme étant la solution idoine. On est très loin d'une solution idoine, même si on doit apprécier les éléments positifs qui se dégagent de cette loi. Alors, Sam Séverin, en gros, quand on regarde un peu les efforts consentis par le gouvernement pour amener la paix, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites d'ici, depuis le début de cette crise. Et parmi ces choses également, on peut citer quelques ex-combattants qui ont été libérés, tous ceux qui étaient donc en prison pour la plupart, je crois qu'une centaine, qui étaient donc emprisonnés pour les raisons de cette crise anglophone, pour besoin d'apaisement, ont été relâchés. Maurice Kamto, votre leader, votre président, lui également, pour l'apaisement, a été relâché dans la même mouvance. Mais du côté du MRC, on persiste ici que rien n'est fait. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le MRC essaye de rester catégorique sur ses positions? Le MRC n'apporte pas une solution adéquate et efficiente pour sortir définitivement de cette crise. C'est le MRC qui est dans la vérité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand la situation est grave, comme celle que nous traversons, je pense qu'on doit, c'est pour cela que je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qui est préconisé par mes contradicteurs en face, parce qu'aujourd'hui, la situation est critique. Et il faut lui
adapter à cette situation-là vraiment une thérapeutique de choc. C'est de ça qu'il est question. Le MRC n'est même pas dans le radicalisme, comme vous tentez de le faire croire, parce que dans un de nos slogans, on dit bien « changement dans la paix ». Vraiment, monsieur Messi, loin de nous l'idée de vouloir le chaos. Le chaos, c'est vous qui mettez les raisins de ce chaos, de cette colère, de cette déflagration qui pourrait arriver et qui va vous emporter vous-même dans vos rangs. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les choses que vous avez énumérées depuis le début, je les ai énumérées tout à l'heure, qui ont été proposées sur la table depuis le déclenchement, tout au moins, de cette crise dite anglophone, n'ont jamais produit, mais alors, aucun résultat. Au contraire, elles ont contribué à, j'allais dire, renforcer les colères et les antagonismes sur le terrain. C'est pour cela que lorsque vous avez reconnu que vous avez échoué, encore que je ne sais pas s'ils l'ont reconnu, je crois qu'il faut aller directement à l'essentiel et ne pas s'entêter. Ce gouvernement d'abord a un problème, on a un mauvais système judiciaire, parce que tout ce que vous venez de rappeler, on libère de quelques personnes, on laisse certains autres, bon, on fait vraiment, c'est au faciès, c'est à la tête du client, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Le système judiciaire camerounais, vous savez, quelqu'un a dit que le chef de l'État est mal entouré. J'en profite pour faire une petite... même pas une digression, un rapprochement avec le réquisitoire qui est fait vis-à-vis de nos amis américains. Je dois quand même rappeler que depuis le début, il y a le sous-secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le vice-ministre des Affaires étrangères de la première puissance du monde, spécialement chargé des questions africaines. Monsieur Tibor Nagui, il est, j'allais dire, au contact de la réalité camerounaise depuis de très longs mois aujourd'hui. Donc vous n'allez pas venir dire que 6 membres éminents du Congrès américain, ça ne vaut rien du tout, en plus de Tibor Nagui. Vraiment. Vous voulez cette forme de banalisation? Eh bien c'est ça qui vous a aveuglé de très longues années et qui nous conduit malheureusement vers l'abîme. Les solutions n'ont pas pu être bien implémentées. Parce que je veux bien qu'on veuille dire qu'aujourd'hui le MRC ne veut rien reconnaître. Les projets de loi, les textes concernant la fameuse décentralisation, ils sont élaborés depuis 1996, donc 23-24 ans. Alors, on attend plus d'une vingtaine d'années pour commencer à dire, bon, on peut faire des élections régionales et tout. Et voilà pourquoi on est coincé aujourd'hui. Parce qu'au moment où on aurait dû aller à une décentralisation accélérée et poussée, le temps a passé. Maintenant, nous avons affaire à de nouvelles exigences. Aujourd'hui, nous disons que c'est la forme fédérale qui seule peut permettre de régler fondamentalement les problèmes camerounais. Parce que même sur cette affaire de délégué du gouvernement, le maire de la ville qui vient remplacer le délégué du gouvernement, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout, même si on va dire qu'il sera élu par des maires des arrondissements. Bon, malheureusement, peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler de cette question un peu entourloupée également concernant l'autochtonie. Parce que je vous ai cité le cas de la France, qui est peut-être le 5e pays dans le monde qui applique à peu près normalement le modèle fédéral, avec les régions en France, la région Île-de-France, le Poitou-Charentes et toutes les régions, la Normandie et toutes ces régions-là. Vous voyez toute la puissance, Madame Ségolène Royal, vous savez qu'elle était toute puissance à la tête d'une région. Et tous ces hommes politiques-là, et ça charrie beaucoup de liberté au niveau des collectivités locales décentralisées. Nous, on a eu droit à la mise en place d'un Sénat au Cameroun, qui est davantage là pour enregistrer les has-beens de la République, qui ne nous servent à rien du tout, parce que vous êtes sénateur de la République, vous devez vous occuper des collectivités locales décentralisées. Quel est le bilan de ces sénateurs? Zéro pointé, c'est-à-dire que le bilan des sénateurs, ça se résume à leurs émoluments et autres avantages. Donc aujourd'hui, on a pris un peu trop de retard. Et quand vous avez également une nation où, lorsque quelqu'un a évoqué les normes tout à l'heure, la plus grande école prestigieuse du Cameroun qui forme les plus grands administrateurs de la République, qui va de scandale à scandale au cours des dernières années. Il y a un autre scandale au niveau de l'enseignement supérieur sur le recrutement des enseignants. Ça veut dire que M. Émile Messi, ceux du RDPC qui sont aux commandes de la République ont vraiment fait la démonstration de ce qu'ils ne peuvent pas assumer des vraies responsabilités en raison de l'hypertrophie de l'État central. Donc il faut donc aller vers un État fédéral qui permettrait de les délester de ces responsabilités qui les dépassent, parce qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer, j'allais dire, la gestion globale de tout le Cameroun. Et il faut le faire avec une réelle volonté politique, pas avec des mesures cosmétiques. Alors, la décentralisation, en tant que parler, Sam Severango, n'est pas la solution. Le statut spécial conservé, le statut spécial qui concerne les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne semble pas, selon ses dires, être la chose la mieux pour l'instant. Pour lui, c'est le fédéralisme.
Vous savez, le MRC nous a habitués à ce rétropédalage. Il dit une chose demain, aujourd'hui, demain il dit une autre chose. Ils n'ont jamais parlé de fédéralisme. Il paraît que depuis un temps, ils sont pour le fédéralisme. Nous sommes habitués à ces discours-là. Heureusement que ça ne nous perturbe pas. Quand il dit qu'il ne sait pas à quoi vont servir les maires, au moins désormais les maires seront élus et ils ont un mandat, contrairement aux délégués du gouvernement qui étaient là jusqu'à la fin des temps. Au moins les maires pourront être jugés par rapport à leur bilan. Si le bilan n'est pas satisfait, on ne renouvelle pas le mandat. Bon, moi je dis le MRC gagnerait vraiment à retrouver le droit chemin parce que là vraiment, les Camerounais ont de la peine même à comprendre ce que veut le MRC en ce moment précis où tout est noir, où le discours est d'une incohérence. Les Camerounais ont bien compris, mon cher ami. Non, il parlait des doctorants et des docteurs qui n'ont pas été recrutés. Mais attention, il parle de quoi? Le chef de l'État a demandé à autoriser le recrutement de 2000 docteurs dans l'enseignement supérieur pour améliorer la qualité de l'offre de formation. C'est de l'inédit dans le monde. Aucun pays ne l'a fait de mémoire. Il est universitaire, il le sait. La première vague est sortie. Plus de 1000 docteurs ont été recrutés. Il y a ceux-là qui pensent que parce qu'ils n'ont plus l'âge et tout. Bon, c'est des choses qu'on regrette. Est-ce qu'on devrait être là? Lorsqu'on est docteur, produit de l'enseignement supérieur, il y a une certaine image qu'on doit préserver. C'est là, je comprends. Est-ce que le MRC est en train d'actiser un certain nombre de fibres pour qu'on en arrive là? C'est des choses qu'on ne comprend pas. Et on vous dit, dès janvier, la prochaine vague de 500 docteurs sera également recrutée. Mais nous voyons le spectacle auquel nous assistons là. Mais on se pose des questions. Nous sommes où là? Est-ce qu'on a forcé la main au chef de l'État pour recruter ce monde-là? Non. L'opération se poursuit. Bien sûr, on peut y avoir des réclamations, on peut faire des requêtes pour des dispenses d'âge, je ne sais pas trop quoi. Et puis, si le nom n'est pas sorti, on peut revenir à la charge et faire son dossier. Il y a beaucoup d'autres critères. Si on nous prend cela en exemple aujourd'hui que le gouvernement a échoué, le système a échoué, parce qu'il y a quelques dizaines de docteurs qui n'ont pas été intégrés sur les plus de 1000 et sur les 1000 qui sont encore attendus. Mais je crois que est-ce que nous sommes vraiment sérieux lorsque nous posons des analyses ou des problèmes de ce pays? Ou alors nous avons vraiment un agenda caché? Est-ce que nous vivons dans un même pays? Est-ce que nous avons la même vision de ce pays? Attention, attention, je dis les Camerounais heureusement ne sont pas dupes. J'ai l'impression qu'ils se retrouvent maintenant hors jeu. Alors, 2-3 minutes pour nos deux autres intervenants. D'abord, Sam Séverin Ango. Pour vous, pas de lueur d'espoir avec l'adoption de ce texte sur la décentralisation, notamment le statut spécial réservé aux régions du nord-ouest et du NOZO, nord-ouest et du sud-ouest. Encore une mauvaise approche comme pour le fameux dialogue qui a été évoqué tout à l'heure. Je pense que si il y a de l'entêtement, comme je l'ai dit en tout début de ce propos, finalement, nous, on a choisi, et je suis désolé que notre position soit fondamentalement dérangeante pour le représentant du RDPC ici. Je crois que l'émission ne portait pas sur le MRC. Je crois que sur ce plateau, nous sommes venus débattre d'un sujet important. Les positions qui sont les nôtres, nous les assumons et nous avons, j'allais dire, la conviction que nous sommes dans le vrai aujourd'hui parce que nous ne voulons pas amener le Cameroun vers une situation toujours incertaine. Nous voulons qu'on règle les problèmes fondamentalement. Nous aurions souhaité qu'au terme de cette session extraordinaire, que les parlementaires au dernier moment, par un sursaut d'orgueil, puissent quand même aller, peut-être suivant même une recommandation qui leur viendrait toujours du pouvoir exécutif, parce que nos parlementaires ont toujours reçu des ordres de l'exécutif, qu'ils aillent quand même à la prorogation de ce mandat encore, pour quelques 6 mois ou 12 mois, pour qu'on prenne le temps de bien régler les problèmes et d'aller à des élections saines. Donc ce qui a été fait, finalement, ne nous convient pas et vous allez voir que ça ne permettra pas de sortir de l'ornière. Je suis désolé si M. Émile Messi a passé le temps à banaliser la réalité des problèmes que traversent nos compatriotes. Nous sommes un peu plus épris de paix, un peu plus épris, finalement, d'un réel épanouissement. Quand on veut bâtir, il faut bien mettre les fondations. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Finalement, on va dire que ce statut est peut-être le bienvenu quand même. Il arrive un peu tard, mais il arrive quand même. Oui, il arrive quand même. C'est vrai qu'on va dire, à défaut d'avoir la perfection, on peut au moins, sur ce qui est existant, tenter de voir comment amorcer la perfection. C'est dans cette dynamique qu'on peut placer
ce statut spécial, il était demandé peut-être pas sous la forme ou alors sous la dénomination qui est arrivée. Il y a peut-être dans le contenu des choses à revoir. Personnellement, nous pensons qu'il y a des choses qui auraient pu faire l'objet d'amendements de la part des parlementaires. Ça n'a pas été fait, mais il faut déjà réussir à prendre, à capitaliser les éléments positifs qu'on peut avoir dans ce statut spécial. Mais, il faut le dire, on avait déjà apprécié la démarche du Premier ministre actuel, Joseph John Bouté, dans la dynamique de concertation, d'ouverture. Il me semble qu'on sortira de cette situation avec une concertation de tous les acteurs de la communauté nationale de façon régulière. Le consensus ne peut que se trouver sur le temps, la durée. Il faut prendre la peine d'associer tous les acteurs, même de façon progressive. Mais il est important de commencer quelque part. Et il me semble que ce statut spécial et peut-être ce code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées est un point de départ. Un point de départ perfectible, mais qu'il faut savoir justement mettre dans la dynamique de l'écoute et de la concertation. Merci, cher monsieur Sam Severin. Merci d'être venu. Merci. Merci à Émile Bessi. On prend rendez-vous demain pour une autre édition du débrief de l'actu. Restez sur Canal 2. Le journal, c'est dans quelques minutes seulement, à 19h54. Madame, monsieur, restez scotchés. Bien, bonsoir.